Bienvenue au Journal de Cannes. De Télérama. 1, 2, 3. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Journal de Cannes. Aujourd'hui, on parle du jeune Ahmed, des frères Dardenne, qui reviennent pour la 8e fois en compétition. On ne s'attendait pas à voir Zaya Dehar chez la réalisatrice Rebecca Zlotowski. Et pourtant, c'est bien l'actrice principale d'Une fille facile, à la quinzaine des réalisateurs, et on aura un entretien croisé entre les deux jeunes femmes. Pierre Lescure nous racontera ses premières délibérations de jury en tant que président du festival. Et enfin, on reviendra 25 ans en arrière, le jour où Quentin Tarantino reçut de Clint Eastwood la Palme d'Or pour Pulp Fiction. Ahmed, Ahmed, tu peux dire au revoir, hein? Tu veux toujours pas me serrer la main? Au revoir. Pourquoi tu vas là-bas? C'est lui qui t'a dit de plus me serrer la main. Je suis plus un enfant. Et alors? Et alors, un vrai musulman serre pas la main d'une femme. Le héros du jeune Ahmed a 13 ans, c'est un adolescent apparemment sans histoire, sauf que sa pratique très rigoriste de l'islam devient de plus en plus dangereuse. Les frères Dardenne ne nous expliqueront jamais pourquoi. Ils lancent quelques petites pistes comme un père disparu, un cousin mort en héros que Ahmed idéalise et un imam charismatique. Mais ce sont juste des pistes, jamais une vraie explication. Le jeune Ahmed, c'est du pur Dardenne, dans la mise en scène comme dans le propos. La mise en scène, comme d'habitude, est très sèche, au plus près des rituels, au plus près des gestes des personnages. Comme celui de se laver les mains pendant ses ablutions. C'est des scènes qui reviendront tout le temps pendant le film et qui deviendront de plus en plus angoissantes. Tu veux le tenir? Quand l'émotion surgit quelquefois, c'est grâce au personnage féminin. Tout d'abord celui de la mère, complètement dépassée et démunie face à cet adolescent qui lui échappe. Et puis grâce à un personnage, une jeune fille, que Ahmed rencontre dans la ferme où il fait un stage de réhabilitation. C'est comme un retour aux sources pour les frères Dardenne, le retour à un cinéma sans star. Il n'y a plus de Marion Cotillard, plus d'Adèle Haenel, plus de Cécile de France, mais des comédiens anonymes et formidables, pour la plupart amateurs, à commencer par le jeune interprète d'Ahmed, formidable de bout en bout, qui maintient jusqu'aux dernières secondes l'opacité sur son personnage. Les frères Dardenne ne changent pas leur méthode, ils auraient tort parce que ça leur réussit plutôt à Cannes. Depuis 20 ans, ils ont déjà reçu 4 prix, dont 2 palmes d'or. Ils pourraient être cette année les premiers cinéastes à décrocher 3 palmes d'or. Je dis bien pourraient, parce que la concurrence étant si relevée cette année, ils risquent fort de se contenter d'un prix du jury ou d'un prix du scénario. Votre première rencontre? Bien sûr, au salon de thé japonais. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et j'ai adoré. Je me souviens très bien de ce moment, parce qu'en fait, comme c'était moi qui t'ai donné rendez-vous, t'étais comme un arc-en-ciel, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas regarder seul, on est obligé de le montrer à quelqu'un, tu vois? C'est très poétique d'un coup et un peu mièvre. Non, mais quand je dis arc-en-ciel, il y a des choses de temps en temps qu'on ne peut pas regarder seul, qu'on ne peut pas garder, et donc on le désigne. Qu'est-ce qui vous a attiré chez moi? Ma voix, mes fesses, mon image? Je dirais un petit peu tout ça, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui existait depuis longtemps, qui me séduisait, avec laquelle j'avais de la sympathie, de la tendresse. J'aimais en fait ce que tu représentais avant de te connaître, le trajet de transfuge social dont tu avais fait preuve, ton extraordinaire beauté, mais aussi le mépris dont tu avais été victime, la méchanceté qui avait entouré en fait, l'affaire qui t'avait révélée, qui t'avait désigné instinctivement comme un personnage de tendresse pour moi. Votre rêve récurrent? Un rêve récurrent, c'est plutôt un cauchemar récurrent. J'ai la peur des serial killers, c'est quelque chose. Non, mais... C'est vrai, oui. Je rigole, mais c'est pas... Non, ça me fait très peur et je suis pas fascinée, mais je connais tous les serial killers, je passe mon temps à regarder les commentaires sur eux et j'ai assez peur de ça. À chaque moment, je me pose la question. Cette personne pourrait être un serial killer, je ne sais pas. Faut pas que je marche dans cette ruelle vide. Là, je pourrais croiser un serial killer. Si je suis même la journée dans une rue vide et qu'il y a un camion qui avance à un rythme assez long, je commence à avancer assez vite. Je me dis ça peut être un serial killer. Oui, j'ai cette peur. Et du coup, je fais souvent des cauchemars où il y a un serial killer qui veut me tuer tout le temps. Quand nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Pourquoi avoir tourné à Cannes?
Alors, il y avait une image qui ancrait vraiment le film pour moi, c'était des hommes sur des yachts qui dînent en face de pizzerias. Et quand j'étais petite, sur la Côte d'Azur, quand j'allais rendre visite à ma tante Nelly, ma chère tante Nelly, on allait voir la vie des riches. C'était une image qui ancrait le film, l'espèce de face-à-face exhibitionniste entre des gens de la classe bourgeoise, des aristocrates quasiment de l'argent, qui s'installaient dans des lieux populaires et qui dînaient face aux vacanciers. Votre film de chevet? Mon film préféré, c'est Cet obscur objet du désir de Buñuel. Oui, j'adore ce film. Il y a d'autres aussi, par exemple, j'aime beaucoup aussi La Divine, qui est réalisé par Yu Yonggang. C'était un film chinois des années 30. Mais ça, tu me tues, tu sais que... Est-ce que quelqu'un connaît ce film, les amis? Je me souviens de la première fois où j'ai assisté en 2015 à une délibération du jury, puisque c'est le privilège du président et du délégué général, Thierry Frémaux, en l'occurrence, d'assister bien sûr à la délibération du jury. On était en 2015 dans une grande villa sur les hauteurs de Cannes. Les délibérations commencent à peu près à 9h30, 10h moins le quart et vont se poursuivre au plus tard à 13h. Parce qu'il faut qu'avant 13h, Thierry ait pu commencer à appeler ceux et celles des équipes de films à qui il va demander, toutes affaires cessantes, de redescendre à Cannes. Il faut être là avant 18h pour pouvoir faire la montée des marches de la cérémonie de clôture. Ces délibérations du jury, en 2015, pour moi, elles étaient émouvantes parce que c'était une première. Et puis, quel jury cette année-là? Les frères Cohen, tous deux présidents du jury. Il y avait Jake Gyllenhaal, il y avait Xavier Dolan, il y avait Guillermo del Toro. C'était quand même pas trop mal. Il y en avait quelques autres, pardon, je ne cite pas tout le monde, mais c'était un jury extrêmement relevé, extrêmement cinéphile, extrêmement passionné, avec des points de vue pas toujours contradictoires, mais avec la volonté de parvenir à un consensus pas mou. Même quand tout le monde a l'air d'accord, on demande à ce qu'il y ait un vote à bulletin secret, et lorsque le dépouillement est fini, et qu'on dit bon, nous avons un premier rôle masculin, autour de la table, le jury applaudit, et on voit que dans leurs yeux, c'est important parce qu'ils ont une vraie responsabilité d'amoureux du cinéma, qui en ont discuté avec leurs collègues du jury depuis 15 jours, et que c'est un achèvement, au sens presque anglais-français du terme. Et cette année-là, vous vous en souvenez, c'est Dipan, le film de Jacques Audiard, qui a obtenu la Palme d'Or, à l'unanimité. On est le 23 mai 1994. Sur la scène du Palais des Festivals de Cannes, Jeanne Moreau se retourne vers Clint Eastwood et lui demande en anglais de prendre la parole pour la dernière fois de la soirée. Celui-ci ouvre son petit papier et dit très lentement « The Palme d'Or goes to Pulp Fiction ». Quentin Tarantino se lève, congratule ses amis, les acteurs du film, son producteur Harvey Weinstein. Il n'a que 31 ans, Pulp Fiction c'est son deuxième film, il est fou de joie. Dans la salle, on entend autant d'applaudissements que de gens qui manifestent leur indignation. Quelqu'un dans le public hurle « C'est de la daube !» Tarantino rigole, lui adresse un doigt d'honneur et dit au micro « Je ne fais pas de cinéma pour rassembler les gens, mes films à moi divisent. » Si Tarantino a obtenu cette palme, c'est grâce à deux hommes. À Clint Eastwood, le président du jury, qui a réussi à imposer son compatriote. Et aussi grâce à Harvey Weinstein, son producteur, qui sera déchu 23 ans plus tard après la révélation de ses harcèlements et agressions sexuelles envers de nombreuses femmes. Pour permettre à Pulp Fiction d'avoir cette récompense, Weinstein a su être malin. Il n'a montré le film à personne avant le festival, pour être sûr que le buzz soit maximum avant la projection cannoise. Il a aussi réussi à cibler les journalistes américains les plus influents et ira même jusqu'à glisser la photocopie d'une critique favorable sous la porte de chambre de chaque membre du jury. Grâce à cette palme d'or, Pulp Fiction fit un tabac au box-office. Tarantino reviendra ensuite montrer plusieurs films à Cannes et il est cette année pour la 4e fois en compétition avec Once Upon a Time in Hollywood. Difficile de dire s'il est en mesure d'obtenir une nouvelle fois la palme, mais tout juste 25 ans après celle de Pulp Fiction, ce serait plutôt classe.